Bonjour à toutes et tous, je suis Laurence Lafont, la présidente d'Impact AI et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette journée d'ouverture d'Explore IA. Explore IA est un grand événement numérique sur les enjeux de l'intelligence artificielle et la sensibilisation et la formation à cette technologie. Le secrétariat d'État au numérique nous a fait l'honneur de placer cette initiative sous son haut patronage et nous sommes heureux de contribuer ainsi au débat public et à la meilleure connaissance par tous de l'intelligence artificielle. Nous avons créé en fait le collectif Impact AI en mars 2018 en rassemblant des entreprises françaises, des universités, des acteurs du numérique, des startups pour éclairer les enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle. Et l'événement Explore IA que nous vous proposons aujourd'hui, qui va durer jusqu'au 5 juin, a pour objectif de favoriser, à travers une multitude d'ateliers thématiques, de contenus pédagogiques disponibles en ligne, de favoriser la découverte, l'apprentissage, la formation à l'intelligence artificielle. Alors que vous soyez professionnels, étudiants, désireux d'enrichir vos compétences, jeunes enfants, citoyens curieux de mieux comprendre les enjeux de cette intelligence artificielle, de cette technologie qui est présente de plus en plus dans notre quotidien, eh bien, vous êtes invités finalement au travers des 2 prochaines semaines à vivre au rythme de l'IA et découvrir, appréhender bien mieux cette technologie. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour ce lancement Renaud Vedel, coordinateur national du gouvernement pour l'intelligence artificielle, qui nous fait l'honneur de participer à cette session de questions-réponses pour introduire officiellement et lancer Explore IA. Renaud, bonjour. Bonjour Laurence. Alors Renaud, première question pour vous, peut-être en tant que coordinateur national pour l'intelligence artificielle en France, quel regard portez-vous sur cette technologie, sur l'IA, pour nous, Français ? Tout d'abord, l'IA, c'est un programme de recherche scientifique né il y a 65 ans auquel la France participe assez fortement, puisqu'elle a une école mathématique, informatique et neuroscientifique de pointe. Et je dirais, il y a une aventure intellectuelle fascinante, un peu à la manière de l'épopée spatiale des années 60. Après aussi, c'est un ensemble très varié de familles de technologies dont on peut palper les effets tangibles dans nos vies au quotidien, si on s'attarde un petit peu à regarder de près. Et là, il faut parler au pluriel. Les systèmes d'IA, les technologies d'IA, je crois que le singulier n'est pas adapté. Mais on peut parler du langage automatisé, de la traitement de l'image, des réseaux d'agents, d'IA décisionnelle. Enfin, il y a plein de choses de la robotique qui vont bouleverser l'éducation, la santé. Et donc, c'est un sujet incroyable. Et enfin, l'IA, c'est aussi informatique avancée. Et donc, c'est un concept dans lequel, enfin, un secteur dans lequel on baigne depuis 60 ans, peu ou prou. Et donc, c'est un petit peu, je dirais, la nouvelle frontière toujours repoussée de cette informatisation, de cette automatisation numérique. Et alors, on voit aujourd'hui que cette technologie, finalement, ou ces technologies, comme vous l'évoquez, elles sont de plus en plus présentes dans notre quotidien. Pourquoi est-ce important, de votre point de vue, que chacun, encore une fois, qu'on soit professionnel, grand public, étudiant, comprenne ce que c'est que cette intelligence artificielle ? On peut dire que l'IA et les systèmes d'IA présentent potentiellement les caractéristiques qui font d'elle un ensemble de technologies de rupture qui pourrait être une 4e révolution industrielle. Plusieurs le pensent, notamment Klaus Schwab du Forum mondial et beaucoup d'universitaires spécialistes. Et donc, si ça va vraiment bouleverser nos vies, notre économie et la société, il faut en comprendre tous les mécanismes, les ressorts, les potentiels, mais aussi les limites et les dangers. Et donc, il faut le faire d'abord à travers notre vie personnelle. Chaque jour, vous recevez, ou vous triez, ou vous paramétrez vous-même le flux d'informations que vous allez recevoir avec des IA. Vous choisissez, vous faites des choix. Vous allez pouvoir maintenant, vous allez être éventuellement évalué par des IA lorsque vous allez candidater à un emploi, etc. Et donc, tout cela, il faut que vous le maîtrisiez, vous fassiez des choix éclairés et que vous ne soyez pas pris au dépourvu tout en connaissant les limites de l'IA. Très clairement, les IA ne sont pas au niveau de l'humain, elles n'ont pas toutes les fonctions cognitives supérieures des humains, il faut en être conscient. Pour résumer, je dirais, on disait il y a déjà 20 ans que coder, c'est légiférer implicitement, code is law. Mais si le code confère de l'autonomie, alors la législation implicite est encore plus sensible. Et donc, il faut la maîtriser. Et alors, donc, maîtriser cette technologie, ça passe bien sûr par
se former, mieux comprendre. Aujourd'hui, on parle beaucoup, et ça va être le sujet de ces 2 semaines de programme au travers d'Exploria, de ces sessions de formation à l'intelligence artificielle. Quels sont les besoins aujourd'hui en France? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour se former à l'IA? Est-ce qu'il faut développer d'autres types de cursus? Bien justement, ce que vous faites est ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui diffuser ce savoir à tous les niveaux et pour tous. La France est une terre, comme je le disais, d'un scientifique, d'ingénieurs, d'excellence, de mathématiciens. Il en faut beaucoup et il y a encore des besoins non satisfaits de ce point de vue-là, donc il faut en former plus. L'État a décidé de doubler le nombre de masters, de doubler le nombre d'étudiants en IA, mais il ne faut pas que des ingénieurs et des experts. Il faut aussi des techniciens et il faut aussi des employés ou des ouvriers formés à travailler ou à interagir avec des robots dotés d'IA. Et là, je dirais que la France, elle se caractérise par l'inverse de ce qui se passe en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Nous, on a 2 tiers d'ingénieurs, 1 tiers de techniciens, alors que dans d'autres pays où l'IA se diffuse davantage, c'est l'inverse. Donc aujourd'hui, la conquête à avoir, c'est de diffuser l'IA dans la formation professionnelle, au niveau licence et dans le grand public, avec de la vulgarisation de très bonne qualité, comme vous le faites. Alors, je voulais revenir aussi sur un point important parce qu'on dit souvent pas de data, pas d'IA. Donc, on sait que la donnée, elle est finalement le socle nécessaire pour pouvoir développer des algorithmes pertinents, performants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et quand on parle de données, on parle bien sûr souvent de confidentialité autour de cette donnée, de politique de la donnée. Cette politique de la donnée, est-ce qu'elle vous semble aujourd'hui indispensable pour accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle? Oui, sans cela, on fera un peu d'intelligence artificielle, mais on n'en fera pas suffisamment et elle ne sera pas suffisamment bonne. Les données, clairement, aujourd'hui, sont devenues un facteur de production, un petit peu comme le capital, le travail et la technologie. Il faut donc une politique de la donnée pour l'organiser. Je dirais qu'il y a un peu 3 piliers ou 3 catégories quand on manipule les données. D'abord, les données, vous allez les traiter pour traiter un dossier, résoudre un problème, construire quelque chose, fabriquer un outil ou rendre un service. Vous allez les utiliser une fois. Mais c'est vraiment dommage de les jeter et de ne pas capitaliser sur ces données. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord avoir aussi ce qui est d'abord le fruit, le bénéfice de la révolution de l'Internet, c'est-à-dire savoir normer, garder ces données avec des métadonnées enrichies sous des formats interopérables et calculables. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, effectivement, aujourd'hui, l'IA est beaucoup tirée, pas exclusivement, mais largement, par la modélisation par les données. Les réseaux de neurones profonds, l'apprentissage machine. Et donc là, ça veut dire qu'il faut se constituer métier par métier, secteur par secteur, des extraits de données qui sont très pertinentes par rapport aux besoins d'usage que l'on a, ce qu'on appelle des jeux d'apprentissage. Et là, il faut savoir se le construire. Et donc, je dirais que désormais, à venir, dans notre travail, on aura les données à manipuler, à connaître professionnellement, savoir bien les stocker, bien les archiver et savoir les enrichir, et ensuite savoir quels sont les cas d'usage d'IA qu'on a envie de nourrir pour pouvoir nous aider et s'aider soi-même pour développer des assistants cognitifs. C'est ça, je dirais, une politique de la donnée contemporaine. Effectivement, il y a aussi beaucoup de questions éthiques par rapport à la donnée. Donc, il y a la question des données personnelles qui est très importante. Il faut pseudonymiser ou anonymiser ces données avec des traitements mathématiques, c'est assez compliqué. Mais il y a aussi plein de problèmes de propriété intellectuelle ou de sécurité des produits. Quand vous mettez sur le marché un produit qui est stable, qui a été testé, vous le mettez en toute sécurité. Mais s'il évolue parce qu'il a une faculté d'autonomie, à ce moment-là, il faut le tester régulièrement parce qu'il peut diverger. Et ça, c'est très important en termes de sécurité du consommateur. Et on voit bien sur cette thématique, c'est vraiment, je dirais, un des sujets de fond finalement qui a aussi conduit à la création de ce collectif Impact AI, puisque nous réfléchissons en fait quotidiennement à ces enjeux d'utilisation, d'usage éthique, responsable de ces technologies d'intelligence artificielle. On le voit bien, hein, les problématiques liées aux biais potentiels qu'il peut y avoir du fait des jeux de données que nous utilisons. Donc, ce cadre éthique finalement d'utilisation de l'IA, il nous apparaît en tout cas à nous, entreprises très engagées sur ce sujet, extrêmement important. Comment est-ce que vous voyez-vous le développement de ce cadre éthique? Est-ce qu'il faut aller au-delà de ce que nous faisons, par exemple, dans le collectif sur ces sujets, ce que font certaines entreprises? Quelle est la stratégie finalement de l'État sur ce sujet? Alors, il faut bien voir que dans les 2 à 3 dernières années, il y a eu un énorme travail international, national, pour un petit peu recenser, ordonner et qualifier l'ensemble des principes éthiques, et ils sont nombreux, qu'il faut respecter. Et on peut citer l'autonomie et le contrôle humain, la robustesse et la sécurité, la transparence, la protection de la vie privée, la non-discrimination, etc., etc. Mais comme tous les principes généraux ou juridiques, parfois ils peuvent entrer en conflit l'un l'autre.
robustesse et protection de la vie privée, responsabilité et diversité, enfin voilà. Et donc, il faut être capable de les adapter. Donc aujourd'hui, je dirais que la nouvelle frontière, c'est maintenant de prendre ces corpus généraux, et notamment l'excellent travail que l'Union européenne a fait, par exemple dans les principes éthiques des lignes directrices de l'Union européenne de l'année dernière, de 2019, ou celle de l'OCDE. Et maintenant, il faut prendre ces corpus et les adapter secteur par secteur, entreprise par entreprise. Ce que je trouve très intéressant dans votre travail et sur votre site internet, c'est que vous faites ce travail de recensement et de déclinaison pour diffuser la chose, pour montrer à telle entreprise qu'elle peut trouver des exemples et ensuite qu'elle peut réfléchir elle-même. Et c'est très important que ces principes soient incarnés dans des chartes d'entreprise ou dans des chartes sectorielles, parce que les problèmes sont pas les mêmes dans la santé, dans la production agricole ou dans les systèmes critiques d'avionique, par exemple. Et puis donc, effectivement, après, il faut, avec des comités d'éthique, avec des gens indépendants, toujours, lorsque l'on conçoit un système d'intelligence artificielle, dès l'origine, accepter un regard critique, questionneur, sur la façon dont le code, la façon dont il est construit, et des tests indépendants. Et c'est comme ça qu'on construira des outils à la fois robustes et protecteurs de la vie privée. Et c'est vraiment effectivement, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui dans le cadre des travaux qu'on a pu mener aussi dans le cadre du collectif, c'est effectivement développer des outils, les mettre à disposition du plus grand nombre, réfléchir à cette gouvernance que vous évoquez sur la façon d'organiser dans les entreprises ces chartes éthiques et ces travaux autour de projets, parce que il y a les grands principes d'un côté, puis ensuite il y a effectivement la façon dont on va les mettre en œuvre concrètement sur des projets qui sont l'élément le plus important finalement, parce que c'est dans le concret des réalisations d'algorithmes que l'on va s'assurer effectivement que ces grands principes éthiques, eh bien, ils sont respectés. Alors, on le voit, enfin nous on en est convaincus, l'IA représente une opportunité formidable pour nous tous, encore une fois, à partir du moment où on a bien conscience de ses limites et de son potentiel. On parle beaucoup de l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'environnement. C'est quoi pour vous, Renaud, le meilleur exemple peut-être, ou la plus belle avancée que va permettre l'IA? L'IA de vos rêves, elle ressemble à quoi? J'ai du mal à choisir entre les trois éléments fondamentaux que vous avez dit, moi je les veux tous les trois. Mais effectivement, le fait qu'on puisse personnaliser le service ou personnaliser l'attention, que ce soit en santé ou en éducation, c'est fondamental. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a des systèmes d'indication industriels. Et du coup, ils laissent beaucoup de jeunes sur le chemin qui ne trouvent pas tout à fait leur compte. Si demain, on est capable d'avoir toujours avec de l'humain et une interaction enseignant-machine, mais donner à l'élève, s'adapter à son rythme, détecter ce qui marche le mieux avec lui, quelle vitesse, est-ce que c'est l'oral, est-ce que c'est l'écrit, est-ce que c'est l'image, est-ce que c'est la simulation, plein de choses comme cela, ça pourra d'abord lui donner une expérience beaucoup plus intéressante de l'éducation et de l'apprentissage, y compris tout au long de la vie, à nous tous d'ailleurs, et ensuite ça lui donnera davantage de chances, il y aura plus d'égalité. Idem avec la santé. Clairement, on a tous un code génétique très particulier, de l'épigénétique, des modes de vie, etc. Une médecine qui désormais s'adapte à chacun, c'est formidable. Et enfin, quand même, moi, je veux reprendre le dernier exemple aussi, c'est la question pour moi, sans doute de l'enjeu le plus fort. C'est-à-dire que notre planète s'épuise et notre développement est devenu non soutenable. Et il faut prendre garde à ce que, d'une part, l'IA soit frugale et ne soit pas soit elle-même comptable de son énergie dépensée. Et à l'inverse, je suis sûr, ou en tout cas confiant, qu'elle pourra aider à mieux traiter les défis écologiques en réduisant par l'agriculture de précision, par la logistique plus fine, beaucoup de dépenses énergétiques inutiles. On voit aujourd'hui effectivement énormément d'entreprises, de start-up innovantes qui réfléchissent en ce sens-là, de contribution à un moindre impact au niveau du climat, au niveau de l'environnement, et d'innovation toujours plus avancée pour mieux se soigner, mieux manger, mieux s'éduquer, etc. Donc des enjeux très très intéressants, très importants pour nous tous, et pour lesquels, encore une fois, je pense que cette technologie peut apporter beaucoup à partir du moment où elle est bien comprise et bien appréhendée. Donc c'est l'objectif de notre événement, de ces 2 semaines de formation, de sensibilisation. Merci beaucoup, Renaud, pour votre
retour d'expérience, le partage de vos réflexions sur ce sujet. On est vraiment ravis que vous ayez participé à cette inauguration d'Exploria, et puis longue route, longue vie à l'intelligence artificielle et au plan de l'intelligence artificielle en France. On sait que le président est extrêmement attaché à ce sujet. C'est un magnifique levier d'innovation et de développement pour toute notre nation. Merci beaucoup à vous. Merci Laurent, je vous souhaite un plein succès pour Exploria. Merci. Alors, profitez de ces 2 semaines. Ce sont 2 semaines de conférences, 2 semaines de contenu pédagogique en ligne, ouvert à tous. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges, il y en a pour toutes les typologies d'envie, de formation, de compétences. Et donc, profitez de ces contenus. Et je vous souhaite donc, 2 magnifiques semaines pour explorer l'IA sous toutes ses formes.